Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups. Qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux. Mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets. Et il est temps que ça change. Abonnez-vous, des conseils gratuits, ça commence par là. Si le sujet vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps ou l'envie de gérer vos finances par vous-même, je vous suggère de prendre contact avec OTA Capital, qui sponsorise La Martingale. Leur métier est justement d'accompagner des gens comme nous dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel. Il suffit pour cela de les contacter sur lamartingale@ota-capital.com ou en tapant directement OTEA sur votre moteur de recherche préféré. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Maxime Camus, qui est le cofondateur de Grisby.fr. Salut Maxime. Salut Mathieu. Alors Grisby est un coach financier, donc nouvelle génération. L'idée c'est d'accompagner des personnes qui potentiellement veulent se lancer un peu dans l'univers des finances personnelles, de la gestion de patrimoine. Et ça tombe bien parce que cet épisode que je voulais faire avec toi, c'est vraiment sur le comment se lancer, quoi. Et depuis les débuts de La Martingale, j'ai rencontré pas mal de gens sur plein d'univers différents. Donc ça va du Bitcoin qui est hyper sexy, qui m'affole un peu dans tous les sens, de l'immobilier sur du rendement, de l'immobilier sur potentiellement plus l'idée de faire des plus-values, des startups, des licornes, etc., etc. Et donc évidemment là j'ai envie de partir partout, tu vois, et à chaque fois je me dis c'est bon. Alors évidemment dans chacun de ces épisodes on te dit mais pas tout dans le même Bitcoin, mais pas tout. Donc j'ai bien compris au cours de tous ces premiers épisodes qu'en fait faut pas tout mettre dans le même panier. Bon là jusqu'à là il y a l'adage le dit, je suis pas complètement idiot a priori, tu ne mets pas les œufs dans le même panier. J'ai compris ça. Partant de là après. J'aimerais que toi et moi on réfléchisse et que tu m'expliques un peu quel est le point de départ dans tout ça. Mais avant ça, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait Grisby.fr? Donc c'est GRISBEE.fr. Oui, tout à fait. Grisby, comme tu l'as dit, c'est un coach financier en ligne qui s'adresse aux particuliers et qui leur permet de prendre en main la gestion de leurs finances et de leur patrimoine. L'idée, c'est qu'avec Grisby, on puisse enfin être en mesure de prendre les meilleures décisions au bon moment en matière d'optimisation fiscale et patrimoniale. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la clé. Pourquoi on l'a fait? Moi, je l'ai monté avec 3 associés. On est tous les 4 issus du monde des services financiers. C'est qu'on partageait le même constat, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y avait quelques Français qui étaient bien accompagnés par des family office, des gestionnaires de fortune, des gestionnaires privés, mais finalement, ils représentaient qu'une toute petite partie de la population. Mmh. Et que l'écrasante partie de la population qui s'adressait en général à son banquier est plutôt maltraitée, voire délaissée. Même si ça peut sembler caricatural, on n'est pas loin de la vérité. Nous, ce qu'on disait et ce qu'on redit aujourd'hui, c'est que le banquier est en train d'évoluer, et c'est plutôt bien, mais on a plus l'impression, quand on est en face de son banquier, d'être en face d'un vendeur de produits, qui est un vrai conseiller, qui nous connaît, qui connaît nos projets, nos priorités, nos besoins. C'est un vrai problème dans les banques actuellement, ça, qu'on voit. Faut bien dire que on peut pas le généraliser dans le sens où il y a des gens qui font très bien leur travail, mais c'est vrai que en ce qui me concerne, j'ai fait un rendez-vous avec parce que je me plaignais un petit peu de ça avec la directrice de ma banque. Oui. Et à un moment, elle a employé, en parlant de mon conseiller, elle parlait en incluant un peu le reste de son équipe, elle parlait de mes commerciaux. Oui, mes vendeurs, quoi. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, d'ailleurs, je lui ai dit, mais c'est ça que je vous reproche en fait. Vous parlez de vos commerciaux. Oui. Et moi, il y a marqué sur sa carte conseiller. Et en fait. Encore une fois, je veux pas généraliser parce que j'ai des copains et copines qui bossent dans des banques et qui font ça. On va pas froisser tout le monde. Non, mais au-delà de froisser, je pense qu'ils le font très bien et que voilà. Mais l'organisation des banques ou de certaines banques très traditionnelles fait que en fait, on gère de plus en plus de comptes et en gros, on a des objectifs de vente de produits qui sont des produits principalement de la banque. Et du coup, aujourd'hui, il y a une rupture de confiance. Mais c'est exactement ça. T'as résumé la situation. Il y a plein de professions
professionnels qui travaillent dans les banques et notamment contact client qui font le mieux possible et qui ont vraiment une bonne attitude. Mais néanmoins, il y a un modèle, il y a une organisation, il y a des objectifs qui sont fixés et il y a effectivement ce qu'on appelle une architecture fermée dans la plupart du temps. C'est-à-dire que quand tu es en face de ton banquier, il a beau être hyper compétent, il peut pas passer autant de temps qu'il le souhaiterait avec toi et il a à disposition que les produits de sa banque qui sont, je suis assez bien placé pour le savoir, mauvais, voire catastrophique. Et dans le meilleur des cas, médiocre. Et lui, il y peut rien. Enfin, il peut être excellent, mais il a pas à disposition des bons produits. Il a pas le droit de vendre des produits de... Alors, ça peut arriver. Un conseiller BNP peut vendre des produits SocGen? Ah non, ça va être compliqué. En revanche, dans la banque privée, mais là, ça s'adresse une fois de plus pas à tout le monde, tu peux avoir accès, dans une certaine mesure, à l'architecture ouverte, c'est-à-dire, ils peuvent proposer des produits, non pas des concurrents directs, mais des sociétés de gestion qui font pas forcément partie du groupe. D'accord. Mais ils sont pas poussés et inciter à le faire. Et une fois de plus, c'est que dans la banque privée, dans certaines banques privées, etc. Mais le banquier au coin de la rue, il te le proposera pas, il te le fera pas. Donc ils sont pieds et poings liés avec l'organisation, avec le fonctionnement. Il y a beaucoup d'agences, il y a des frais de structure, des frais de fonctionnement qui te payent, c'est le client. Donc en plus de ça, il y a des frais qui sont très élevés et qui rognent la performance des produits qu'ils proposent. Alors il y a un point important parce que c'est là d'où vient l'intérêt des conseillers en gestion de patrimoine de temps en temps, parce que ils sont plus ouverts sur les produits. Après, en effet, on sait que généralement il y a des commissionnements plus ou moins importants sur certains produits que d'autres. Oui, donc, mais si j'ai bien compris, il y a une loi qui est sortie récemment qui fait que à partir de maintenant, il va y avoir on va avoir un reçu qui va expliquer exactement combien gagne un intermédiaire, un gestionnaire privé ou un conseiller en gestion de patrimoine. Je me trompe? Oui, non, c'est exactement ça. C'est une réglementation qui s'intensifie, qui s'alourdit d'ailleurs pour le conseiller en gestion de patrimoine, et c'est dans l'intérêt du client. Donc c'est plutôt une bonne chose à nous de bien l'adresser. Et l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la transparence. Okay. Les produits, c'est vraiment très compliqué en fonction de chaque catégorie de produits, de chaque produit en tant que tel. Il y a des montants de commission et des modalités de commissionnement qui diffèrent. Et c'est vrai que c'est une boîte noire absolue pour le client, il ne sait pas. Et forcément, comme 99,9% des conseillers aujourd'hui sont rémunérés sur la vente des produits, on pourrait dire, et à juste titre dans certains cas malheureusement, qu'il y a un biais dans le conseil lié à la rémunération du produit. C'est le même biais que les banquiers du coup. Mais je vais donner un exemple très concret, et effectivement, sauf que les banquiers, le conseiller a un avantage par rapport aux banquiers la plupart du temps, c'est qu'il lui est une fois de plus en architecture ouverte, c'est-à-dire qu'il a accès aux producteurs d'offres, c'est-à-dire sociétés de gestion, assureurs, qu'il estime être les meilleurs pour ses clients. Exactement. Moi, je vais donner juste un exemple pour être concret. Chez nous, comment ça se passe? Je te parlais de notre plateforme Grisby. On a des conseillers en gestion de patrimoine aussi dans nos équipes. Comment on les rémunère? Parce que nous, effectivement, la transparence, on est une start-up, une fintech, et ça fait partie de notre ADN. Et pour contrecarrer, prendre le contre-pied aussi de ce qui se passe dans ce monde de la finance qui est très très opaque. Et donc, en fait, nos conseillers ont une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction effectivement de la collecte, donc des ventes. Donc, ils ont un profil commercial forcément. Ils sont avant tout conseillers, mais avec un profil commercial. Simplement, justement, pour éviter tout biais lié à ce que tu viens d'évoquer, nos conseillers ne sont pas rémunérés de façon différente en fonction du produit qu'ils vendent. C'est-à-dire que nous, que ce soit un contrat d'assurance vie, le nôtre, où il y a 0 frais d'entrée, ou un produit de type SCPI sur lequel on n'a pas de marge et qui a plus de commission à l'entrée, et une commission one shot, et ben lui, notre conseiller, nos conseillers sont rémunérés de la même façon. On veut éviter tout biais dans le conseil. S'ils prennent 1% sur un truc, ils prennent 1% sur un autre. Exactement. Et puis c'est 1%, basta. C'est super. On veut vraiment éviter le biais. Mais en effet, je pense que c'est bien que tout ça se régule parce qu'il y a cette perte de confiance doit être parce que tout ça est hyper complexe, d'où l'objet de ce podcast, la Martin Agal. C'est hyper compliqué. Les frais, t'as raison. Donc la réglementation va dans le bon sens justement pour apporter de la transparence. Néanmoins, il va falloir rentrer. En tant que client, quand tu reçois des éléments, il va falloir que tu les scrutes, tu les regardes, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Mais néanmoins, on va donner de plus en plus d'éléments aux clients pour y voir plus clair. Alors, moi, je te disais, j'ai rencontré donc pas mal de personnes. J'ai envie d'aller un peu partout. Si je m'écoutais, je ferais feu de tout va. Mais j'imagine il faut bien commencer quelque part. Alors, je commence où en fait? Alors il y a quelques bonnes pratiques, B.A.B.A. Moi je connais pas particulièrement ta situation. Tu me l'as pas exposé, et même si tu me l'avais pas exposé, du coup je te ferai pas des conseils devant tout le monde. Vous voulez que je vous l'expose à tous là? Non. C'est ça. Non, mais simplement pour te donner un peu la bonne marche à suivre.
Et donc tout ne va pas forcément te concerner directement, mais c'est ça concerne la plupart des gens. Avant de définir une stratégie sur de l'épargne moyen ou long terme, il faut déjà se constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est vraiment le b.a.-ba. Il y a des gens qui peuvent avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, voire plus, qui ont un train de vie important et qui ont des beaux revenus, mais qui n'ont quasiment rien de côté. Ça arrive. Ah bah il y a même des gens qui sont complètement à découvert d'ailleurs. Qui sont malgré des revenus des revenus importants pour les gens qui ont très peu de revenus, ça peut se comprendre. Pour des gens qui ont beaucoup de revenus, ça peut être surprenant, mais ça arrive vraiment fréquemment. Donc vraiment le b.a.-ba, la première étape, c'est se constituer ce qu'on appelle cette épargne de précaution, c'est-à-dire il faut faire un effort pour ceux que ça nécessite un effort. On estime que cette épargne de précaution, elle doit représenter minimum 3 mois de revenus. Ça peut être 4 mois, 5 mois, 6 mois maximum. Si au-delà de 6 mois, honnêtement, c'est pas nécessaire. Après, c'est en fonction de chacun. C'est entre 3 et 6 mois, on va dire 3 mois minimum. Donc, à peu près 2 millions d'euros pour moi. Ah ben je pense que ça serait un peu plus. Non, bon. Et donc là c'est vraiment pour faire face aux coups durs. Qu'est-ce que je fais de cette épargne de précaution? Je le mets sur des actifs absolument pas risqués. Donc ça peut être des livrets A ou qui rémunèrent très peu, mais sur lesquels il y a une totale liquidité. Ça peut également être sur du fonds en euros, mais là pas auprès de sa banque parce qu'il y a des frais, il peut y avoir des frais d'entrée, des frais de sortie. Donc on va pas sur l'assurance vie traditionnelle, mais sur l'assurance vie fonds euros. Donc avec le capital garanti, ça peut représenter l'épargne de précaution. Mais ça c'est vraiment la toute première étape. Mais alors, je vais aller très concrètement. Tu me dis pas auprès de sa banque parce qu'en effet, les fonds, etc., ils me prennent, j'ai l'impression, 2%, enfin, je sais pas combien, dès que je rentre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si moi, je suis à ma banque, je vais où? Je fais comment? Bah, je sais pas, Internet. Tu peux ouais. déjà regarder? Non, mais c'est vrai. Alors, j'imagine, je peux le faire chez Grisby, chez Boursorama ou je sais pas où. Non, mais c'est exactement ça. T'as également quelques sites de référence ou de médias de référence qui vont t'orienter. On peut les citer, hein. Il y a les banques en ligne. Ouais. Tu parlais de Boursorama, ça peut être Fortunéo. Tu as des robots advisors qui peuvent être intéressants. C'est pas du tout pour l'épargne de précaution, mais par rapport à l'épargne de manière plus globale. Et puis, tu as des conseillers. Nous, on est un coach financier en ligne. Donc, on est à Grisby, on est en ligne. On a des conseillers, mais on traite essentiellement à distance l'ensemble de nos clients. Et il y a d'autres conseillers en gestion de patrimoine qui sont également en ligne. On n'est pas les seuls en France aujourd'hui à le proposer. Et donc, cette catégorie-là, c'est-à-dire les banques en ligne et les quelques conseillers en gestion de patrimoine en ligne ont des produits qui sont nettement plus intéressants que les banques traditionnelles parce que justement, on n'a pas ces frais de fonctionnement et ces frais de structure à supporter. En matière de frais et en matière de performance. Tu me diras, les deux sont assez liés et tu as raison. Là, on rentre dans des considérations un peu plus techniques. Oui. Mais néanmoins, aujourd'hui, et c'est assez amusant hein, d'ailleurs, je sais pas, quand t'as 25, 30, 35 ans, t'as un réflexe, quand tu cherches à acheter un truc, je sais pas, pour chez toi, des fringues ou même des voyages, t'as vraiment le réflexe d'aller sur Internet. Ouais. Tu peux ne pas acheter en passant forcément par Internet, mais tu vas aller regarder, tu vas aller t'informer, tu vas voir les avis, tu vas regarder, tu vas benchmarker, tu vas faire ton truc. Ça commence à devenir un réflexe dans le monde, dans notre secteur des services financiers, mais on a clairement un train de retard. Alors ça va s'accélérer, il y a la vague qui va s'amplifier, qui est en train de s'amplifier aujourd'hui, avec d'autres fintech comme la nôtre qui participent à ce mouvement, mais on est vraiment au tout début. Mais c'est un des trucs en fait. Mais c'est un truc qu'il faut regarder. C'est une legacy, un héritage du passé entre guillemets, parce que j'en parlais avec des personnes sur mon autre podcast Génération Do It Yourself. J'ai fait quelques épisodes autour de la fintech avec Cyril Chiche de Lydia, Olivier Goua, October, 1, 2, 3e, etc. Et même aussi Alex Pro pour Conto. Et en fait, une des choses qui revenait, comme chez toi, c'est la confiance. Et en fait, Internet a longtemps fait encore peur. En fait, il y a des arnaques et des choses comme ça. Donc, le réflexe d'aller voir ton banquier, tu sais que, a priori, alors, on peut dire il va pas t'arnaquer. Il peut y avoir des frais, mais en tout cas, tu sais que tu perdras pas tout ton pognon parce que tu l'as suivi. Donc, c'est peut-être le réflexe qui explique ça. Mais n'épiloguons pas. Non, mais t'as complètement raison. Ouais. Non, mais effectivement, on est aujourd'hui la banque rassure et générateur de confiance et c'est bien naturel. Mais quand on est en France, hein, on n'est pas dans les pays anglo-saxons, c'est un peu différent. Ils ont de l'avance sur nous. Quand tu vois aux US ce qui se passe justement sur l'investissement à travers Internet, des particuliers. Aujourd'hui, on commence à faire de belles choses. Mais on a même plusieurs trains de retard. C'est une question d'éducation. Ouais. C'est une question de connaissance et d'appétence au risque aussi. Mais on va rattraper notre retard.
Bon, alors j'ai fait mon petit matelas, ce que t'appelles l'épargne de précaution. Ouais. Donc c'est l'argent que ma grand-mère mettait sous son matelas, hein, c'est ça. C'est ça. Dans les chaussettes. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon, je peux acheter de Bitcoin. Le mec obsédé. Tu vas pouvoir. Non, mais effectivement, le Bitcoin, pourquoi pas? Moi, je me souviens, il y a quelques mois, un journaliste me demandait, mais qu'est-ce que je fais du Bitcoin? Et c'était en début, enfin, c'était il y a un peu plus de quelques mois, c'était début de l'année 2018. On venait de passer une super année 2017 extraordinaire. Ouais. Mais extraordinaire, on ne parlait que de ça tous les jours dans les médias, on ne parlait que de ça pendant 6 mois. Alors c'était dingue. Tu partais full Bitcoin en janvier 2018. C'est ça. Et ben moi, janvier 2018, un journaliste me demande, est-ce que j'investis dans le Bitcoin? J'ai dit, bien sûr, il faut tout mettre sur le Bitcoin, tout. C'était évidemment une plaisanterie. Je suis pas expert du tout du Bitcoin. Ouais. Mais néanmoins, c'est ultra volatile, c'est ultra risqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut gagner énormément d'argent comme on peut tout perdre ou presque, ou tout perdre totalement. Donc le Bitcoin, oui, si on a une appétence au risque, on peut regarder et envisager de le faire, mais ça s'inscrit dans une logique complètement de diversification. Ça veut dire qu'il faut que tu aies plein d'autres choses avant de te lancer dans du Bitcoin. Et je parle pas d'épargne de précaution, je parle de plein d'autres choses qu'on va évoquer. Donc c'est vraiment une étape 9, 10, 11, 12, mais c'est pas l'étape 2. Ok. Et derrière, t'y vas pour jouer, t'y vas pour t'amuser. Bien sûr, et découvrir l'univers. Toujours dans une configuration de pouvoir tout perdre. C'est comme si tu investissais dans une boîte, t'es entrepreneur, tu sais ce que c'est, t'as des boîtes qui marchent bien, t'as des boîtes qui peuvent disparaître, mais à un moment donné, quand t'investis dans la boîte, tu le sais. Ouais. Et tu te dis, si je perds mes fonds, il faut que tu dises, c'est pas grave. Et le Bitcoin, c'est pareil, quoi. Donc du coup, l'étape 2. Alors, l'étape 2, en termes d'épargne, c'est là où tu peux, définir une stratégie, des objectifs. Dire voilà, moi j'ai envie de je sais pas partir en voyage dans 3 ans, j'ai envie peut-être d'investir dans l'immobilier, une résidence principale, etc. D'être retraité à 50 ans. D'être retraité à 50 ans, là va falloir prendre un peu de risque. mais néanmoins voilà, enfin tu définis des objectifs et des stratégies d'investissement associées, et là dans tous les cas, on verra en fonction de ton profil d'investisseur, on verra en fonction de ta situation patrimoniale, hein, si t'as au-delà de l'épargne de précaution, si t'as d'autres choses. Mais néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 2 choses. C'est si tu prends pas de risque, t'auras pas de revenus ou quasiment pas. Donc il y a un moment, il faut prendre une part de risque. Oui, le livret A, il est moins fort que l'inflation. Le livret A, tu y penses pour l'épargne de précaution, mais pas pour le reste. Mais surtout pas. Mais il y a plein de gens qui amassent, qui cumulent sur des livrets A, sur des livrets bancaires qui sont fiscalisés et qui rapportent encore moins que le livret A. Ça n'a aucun sens. Sans même parler des comptes courants. On parle en France. Sur les comptes courants ou livrets d'épargne fiscalisés, c'est des centaines, voire des milliers, enfin c'est plus de 1000 milliards d'euros. Donc c'est absolument considérable. L'assurance vie, qui est le produit financier préféré des Français, c'est 1700 milliards d'euros. Mais finalement, quand tu cumules ce qu'ont les Français sur leurs comptes courants et leurs livrets, c'est pas autant, mais on n'en est pas hyper loin. Donc les Français, ils savent pas quoi faire de leur argent, ou ils prennent des mauvaises décisions. Alors, disons-leur. Donc non, mais l'assurance vie, clairement, c'est un couteau suisse. Là, c'est pas une nouveauté, c'est pas un nouveau produit, mais on est une fois de plus dans la deuxième étape. Mais l'assurance vie, c'est absolument incontournable. Donc ça, c'est quoi des rendements d'assurance vie? Alors, il y a 2 choses dans l'assurance vie, pour simplifier. Ouais. T'as d'un côté le fonds en euros et de l'autre côté ce qu'on appelle les UC, les unités de compte. Donc le fonds en euros, le capital est garanti, et d'un autre côté, t'as des unités de compte sur lesquelles tu n'as pas de garantie du capital. Donc tu peux perdre de l'argent, et tu peux en perdre beaucoup en fonction des unités, des unités de compte. Ah oui, parce qu'attends, je crois que j'ai des actions dans une société qui était une start-up il y a 10 ans, que j'ai mise dans mon livret A. Donc on peut faire des choses comme ça, c'est ça? Dans mon PEA. Je suis en train de dire n'importe quoi. Ah oui, non, PEA. Compte PEA, c'est une autre enveloppe. Là, tu peux avoir des titres vifs, ce qu'on appelle des titres vifs. Des actions, l'actions cotées, non cotées, etc. Ouais. Mais ça, là, t'es encore dans une prise de risque supplémentaire. Donc, c'est pas pour moi l'étape 2. L'étape 2, si on était, je l'appelle l'étape 2, peu importe, hein, mais c'est après l'épargne de précaution, l'assurance vie. Pourquoi l'assurance vie, c'est un couteau suisse? Je pensais que c'était l'assurance vie, mais c'est PEA. L'assurance vie, c'est un couteau suisse, et une fois de plus, hein, je prêche évidemment pour ma paroisse, mais pas uniquement que pour Grisby. On n'est pas les seuls, une fois de plus, mais sur Internet, t'as pas de frais quand tu investis sur l'assurance vie, ce qui n'arrive pas ou quasiment pas, sauf si tu as 500 000 euros ou plus à placer auprès de ta banque, et encore c'est pas sûr. Et tu as des performances notamment sur les fonds en euros, donc la capital garantie, qui sont nettement supérieures.
Petite illustration. Bon, effectivement, je vais pas me faire que des amis banquiers aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Le fonds en euros, tout le monde ou presque en a déjà entendu parler. Donc le capital est garanti. Et tu me demandais quels étaient les rendements. Les rendements, ils sont pas énormes, forcément, avec un capital garanti, mais qui peuvent varier énormément en fonction du distributeur. Si tu vas auprès de ta banque, en 2018, il aurait été d'1,1, 1,2, 1,3 en moyenne, au maximum. Nous, on a des fonds en euros qui proposent 2,8 ou 3,20 en 2018 net de frais de gestion. Donc tu peux gagner, tu mets 100 000 euros, tu gagnes. Ouais, bon, mais alors il y a pas de garantie, on te dit pas à l'avance combien tu vas avoir. Ouais, mais là on a dit en janvier 2019 auprès de nos épargnants, nos clients, vous avez eu 3%. Sur vos fonds euros, vous avez pu obtenir 3,3 net quoi. Net frais de gestion. Après il y a une fiscalité qui s'applique en fonction de la date à laquelle tu sors. Mais je peux rentrer et sortir quand je veux. Mais si justement, c'est ça vraiment un énorme plus de passer en ligne, c'est comme tu n'as pas de frais d'entrée, tu n'as pas de frais de sortie, tu n'as pas de frais sur les arbitrages, tu as une véritable liquidité sur le produit. Alors que si tu vas auprès de ta banque, qu'elle te met 2,5, 3%, 3,5, et pour pas dire 5, 5 je pense que ça se pratique plus, ils te disent, bon 5, mais rien que pour vous, je vous fais 4,5 ou 4, merci, c'est super. Mais là, tu vas pas le faire sur du court terme. Tu vas pas le faire. Nous, voilà, moi, à titre personnel, j'ai changé de résidence il y a pas très longtemps. Pendant quelques mois, j'ai eu les fonds de la vente qui m'ont permis de financer ma future acquisition pendant 3 mois. Bah, je l'ai mis sur mon contrat d'assurance vie en ligne parce que je l'ai placé avec 0 d'entrée. J'ai pris sur du fonds en euros à capital garanti et 3 mois plus tard, j'ai pu sortir sans frais non plus. Ce qui est juste relou après aussi quand tu fais c'est démultiplier tes comptes un peu partout quoi. D'avoir un compte en banque, un compte chez machin, un compte chez truc, mais bon, c'est l'effort qu'il faut faire pour pas te faire ponctionner à chaque fois. Bah, on peut avoir, de toute façon, la plupart des gens aujourd'hui sont multibancarisés. Enfin, la plupart, beaucoup de gens sont multibancarisés. Tu peux avoir ton compte, et les banques en ligne, quand on parle les banques en ligne ont un vrai intérêt aussi, par rapport, notamment en matière de frais, en matière d'expérience. C'est quand même assez sympa et là, ils ont vraiment accéléré. Donc, tu peux avoir un compte en banque, 2 comptes en banque avec une banque traditionnelle si vraiment t'es attaché à aller dans ton agence, même si on y va de moins en moins aujourd'hui. Je suis pas allé depuis bien longtemps. Ouais, bah, c'est ça. Et donc, t'as un compte sur une banque en ligne et tu peux investir. Ils proposent aussi des offres de placement et qui sont bien meilleures que celles de ta banque traditionnelle et tu peux aller voir chez un ou 2 autres conseillers, c'est pas très grave. Et puis avec Grisby, une fois de plus, là je prêche pour l'apparence, mais tu t'agrèges tout, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de banques, quel que soit le nombre de distributeurs, de courtiers, de conseillers par lequel tu passes, tu vois tout au même endroit en un clin d'œil, de manière automatisée. Ok. L'étape 3, alors on a dit épargne de précaution, assurance vie. Alors assurance vie, là on a parlé beaucoup du fonds en euros. Non, juste une petite illustration, c'est qu'effectivement, tu regardes, il y a 250 contrats d'assurance vie fonds en euros en France, un peu plus même. Sur les 50 meilleurs fonds en euros en 2018, il y en a pas un qui provient d'une banque traditionnelle, pas un. Si tu regardes pour 2018, c'est le cas. Si tu regardes pour 2017, pour 2016, pour 2015, 2014, 2013, je m'arrête là, c'est exactement la même chose. C'est juste une petite illustration pour te dire, si tu investis en assurance vie sur un fonds en euros auprès de ta banque traditionnelle, bah non seulement t'es pas dans les 10 meilleurs, mais t'es pas dans les 50 meilleurs. Heureusement que mon sponsor est conseiller en gestion et pas une banque, parce que là, je pense que je me ferais défoncer la gueule. Ben ouais. mais c'est ça. Non, mais effectivement, là, tu m'aurais peut-être prévenu que tu avais comme sponsor une banque et je sais pas ce que je t'aurais raconté du coup. Je serais peut-être parti. Mais voilà, effectivement, non, il faut se méfier. Une fois de plus, il y a des banquiers qui font extrêmement bien qui font le maximum pour faire bien leur job, mais ils sont pas outillés. Ils ont pas les outils pour te proposer les meilleures offres. Ok. Donc unité de compte. Unité de compte, là, c'est sur la prise de risque. Et là, ce qu'il faut avoir en tête, moi j'ai entendu assez récemment un gérant bien connu de la place de Paris qui me disait tu es riche du temps que tu as devant soi. C'est hyper intéressant et ça peut sembler totalement basique, mais je pense qu'on y songe à trop peu. Tu es riche du temps que tu as devant soi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'argent, que tu places, il est plus ou moins liquide. Je te parlais d'objectifs et de stratégie, mais à partir du moment où tu ouvres un contrat, par exemple, d'assurance vie et tu te dis cette poche,
c'est pour tel projet, c'est pour les études de mes enfants par exemple, ou pour j'en sais rien, un mariage, etc. Tu dis voilà, je vais pas y toucher pendant 8 ans, pendant 10 ans, ou alors tu peux en ouvrir pour tes enfants aussi. Je sais pas si tu as des enfants, mais à partir du moment où on a des enfants, en général, si on veut leur constituer un peu d'épargne de côté, c'est sur du long terme. Ouais. Il faut prendre du risque. Ça sert à rien du fonds en euros, 100% fonds en euros pour ses enfants, ou ça sert à rien de prendre 100% fonds en euros pour un objectif moyen ou long terme. Et tu sais que le truc débile, j'ai 3 enfants, ils ont 3 livrets A, et puis je mets tout sur le livret A en fait. Bah ouais, mais parce que c'est le premier réflexe. Ouais. Mais c'est vrai que moi je l'ai pas fait. Tu vois, ouais. J'ai 3 enfants, ils ont pas de livret A. En revanche, ils ont un contrat d'assurance vie sur lequel il y a une part de risque. Parce que de toute façon, on sait que sur le long terme, comme c'est pour payer leurs études ou voilà, ils auront 18 ans. De toute façon, a priori, les marchés sont haussiers. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux te prendre des soubresauts et tu vas t'en prendre des soubresauts. Mais ça peut baisser fort. On a connu 2008, il y a eu 2001 également qui a été hyper violent. On va connaître. Là, on a eu un début d'année euphorique. Depuis quelques jours, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué et la fin d'année dernière a été très très dure. Mais en revanche, je reviens sur un truc là-dessus, c'est que si tu te dis, et ça c'est une des choses qu'on disait sur potentiellement même les bitcoins, si tu te dis je mets 100 balles par mois sur chacun de ces comptes, par exemple, ouais. Eh ben, oui, en effet, tu vas perdre sur des moments où t'es rentré très haut, mais en revanche, quand tu continues à mettre 100 balles par mois sur les moments où t'es très bas, eh ben, tu vas regagner aussi sur ceux-là. Donc, c'est aussi le principe un peu de lisser l'investissement. Mais ça, c'est ce que tu viens de dire est clé. J'allais y venir. Il y a deux choses presque à retenir de notre échange, au-delà de l'épargne de précaution qui n'a finalement pas grand intérêt, mais même si c'est clé, c'est essentiel. À partir du moment où t'investis sur du moyen long terme, tu prends une part de risque qui est à définir finalement avec ton conseiller si t'es pas très averti et si t'as besoin d'être aidé. Tu vas en discuter avec un conseiller, peu importe. Il faut que tu prennes une part de risque, qu'elle soit faible, moyenne ou forte. Mais il faut prendre une part de risque et ce qui est clé, c'est que il faut investir de manière progressive, donc et de manière régulière. Et ça te permet de lisser, ça te permet de réduire la part de risque et ça te permet de générer davantage de performance en limitant le risque. Donc ça c'est clé. C'est-à-dire que si t'es sûr d'investir sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, investis de manière régulière et progressive. D'un coup sur les marchés, quoi. Ça c'est une très bonne pratique, c'est effectivement d'éviter de rentrer d'un coup et de lisser. Alors si t'as de l'argent qui vient de tomber, tu peux te dire je vais prendre du risque de manière progressive, c'est-à-dire je vais pas juste mettre je sais pas mes 100 000 euros sur mon compte courant parce que mon conseiller m'a dit de pas les mettre tout de suite. Ça serait dommage de laisser dormir de l'argent, mais tu vas prendre du risque, mais de manière progressive. Tu vas mettre, je sais pas, 90 000 sur du fonds en euros, tu mets 10 000 sur des unités de compte risquées, et finalement, progressivement, ta poche de fonds en euros à capital garanti va se réduire de mois en mois et d'année en année avec une prise de risque plus forte. Ok. Je sais pas si je suis. Non, si je suis ce que j'ai pas compris, c'est ce que c'était qu'une unité de compte risqué. Ah, une unité de compte, une UC. Okay. C'est un fonds dans lesquels que tu retrouves sur les contrats d'assurance vie. Donc le contrat d'assurance vie, soit le fonds en euros, soit l'UC. Okay. Et l'UC, c'est le fonds qui est risqué. Okay. Et t'as plein de catégories d'unités de compte ou de catégories de fonds différentes avec des thématiques d'investissement, avec des profils très particuliers. Tu peux investir sur des marchés financiers en Europe, en Asie, aux États-Unis. Tu peux investir sur des thématiques de robotique, d'eau, que sais-je encore. T'as des milliers de fonds qui existent dans le monde. Et donc, tu regardes les performances passées, tu te dis tiens, moi je pense que je crois vachement à la Chine ou au Brésil ou en Inde. Puis tu te dis tiens, je vais là-dessus en fonction des fonds qu'on te propose, quoi. Voilà, si t'as besoin, si t'es super averti, tu le fais tout seul. Si t'es pas averti, tu peux solliciter ton conseiller justement pour qu'il te fasse des suggestions, des recommandations. Et il y a un truc qui se développe de plus en plus. Et là, c'est vraiment l'avenir. C'est ce qu'on appelle le mandat de gestion, la gestion sous mandat ou la gestion pilotée. C'est-à-dire qu'entre guillemets, tu délègues la gestion de tes fonds risqués à un expert qui est un gérant de la place, où il y a de plus en plus d'ETF également, qui sont les ETF, c'est les fonds, les ETF ou les fonds indiciels. Okay. T'en parlais, je crois, avec Laurent Girard de Yomoni. Donc c'est les fonds sur lesquels il s'appuie pour proposer des allocations. D'accord, ok, très bien. Il m'a vu faire une grimace, donc j'avais oublié le truc. Mais merci Maxime. Et donc tu peux déléguer finalement la gestion pour pas t'en soucier. Si tu veux pas faire des arbitrage, tu délègues justement à un expert, un gérant expert qui se charge de la gestion à ta place. Et qui se rémunère lui sur quoi? Sur la performance, pardon, du coup. Alors qui se rémunère sur les fonds, t'as des frais.
Et t'as des frais. Effectivement, lui, plus il a d'encours, plus il est rémunéré. Donc, entre guillemets, plus tu performes sur tes fonds, plus il est rémunéré. Okay. Donc, il a tout intérêt, entre guillemets, à ce que tu réalises des belles performances, non seulement parce que ça génère la satisfaction, la fidélité, et en plus, lui, il a sa rémunération qui augmente. Okay. Néanmoins, les frais, c'est un sujet clé, on en a pas beaucoup parlé. Et donc, il y a des fonds qui sont beaucoup moins chargés en frais que d'autres, il faut se méfier, quoi. C'est ça, c'est ce qu'il faut vraiment regarder sur les notes des fonds ou parce que, en fait, ce qui est très désagréable, c'est de te dire, je mets de l'argent quelque part, en fait, mon interlocuteur gagne pas sur ses conseils, la perf ou les choses comme ça, même s'il peut pas être devin, il faut bien qu'il se paye. La difficulté, c'est qu'on n'est pas souvent prêt à payer upfront un conseiller en lui disant, écoute, je te donne 2000 € par an, en revanche, derrière, tu gagnes rien. Donc, c'est aussi... Et ça, en fait, le modèle idéal, c'est celui-ci, c'est-à-dire, c'est le conseiller qui n'est rémunéré que grâce aux conseils qu'il te prodigue et surtout pas sur les produits qu'il te vend. C'est le modèle le plus vertueux. Aujourd'hui, on hérite de dizaines d'années de modèles qui n'est pas celui-ci, où là on est commissionné sur les frais. Il y a des tentatives justement pour essayer, notamment avec les autorités de tutelle, pour essayer d'aller de plus en plus vers une rémunération conseil. Néanmoins, le français aujourd'hui n'est toujours pas prêt à payer pour avoir du conseil parce que il a ses parents, ses grands-parents et lui-même été voir son banquier. Son banquier lui donne des informations gratos depuis toujours. C'est sûr que si t'as 100 000 € à placer et qu'à la fin de l'année tu vois que ça t'a coûté 3 000 €, parce qu'on parle souvent de 2-3% comme tu le dis de frais. Jusqu'à 5, même 5 000 €, tu dis, ça te fait sauter au plafond. Mais si upfront, le mec te dit, ou la femme, ton conseillère te dit, si tu veux bosser avec moi, c'est 5 000 € par an, tu n'y vas pas non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est super compliqué, mais néanmoins, c'est une tendance. C'est une tendance, mais qui va prendre vachement de temps. On avance, du coup, on a parlé d'épargne de précaution, d'assurance vie avec les fonds en euros, les UC, et voilà. Donc là, je suis sur des choses qui sont, alors sauf sur les UC, mais relativement safe. Alors tu m'as dit on va prendre entre 3 et 6 mois sur l'épargne de précaution. Sur l'assurance vie, là c'est hyper variable, c'est-à-dire en fonction de mes projets, quoi. En fait, avec l'assurance vie en ligne, une fois de plus, ça peut être super liquide, donc ça peut être du très court terme, du moyen terme ou du très long terme. Donc ça, c'est en fonction de tes projets, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais. En fait, j'ai cette tendance moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer sur des trucs où on me dit t'es loqué pendant 8 ans, tu peux pas ressortir. Non, mais en effet, si c'est comme tu le dis pour les études de mes enfants, c'est peut-être plutôt assez bien parce que. Ouais, alors là, il y a aussi un travers. C'est amusant ce que tu racontes, c'est que tu parles de 8 ans. 8 ans, c'est pas, t'as pas dit 8 ans par hasard parce que t'as entendu que sur l'assurance vie, il est préférable de sortir après 8 ans. Et il y a plein de gens qui font le raccourci. Il faut que je bloque mon argent pendant 8 ans. Et enfin, vraiment, quasiment tout le monde dit ça ou presque. Ce qui est pas vrai. C'est-à-dire que sur l'assurance vie, t'es pas du tout obligé de bloquer ton argent pendant 8 ans. Effectivement, t'as un avantage fiscal à partir de 8 ans notamment, mais tu ressors une fois de plus, tu ressors au bout de 3 mois, 6 mois, 2 ans, t'es pas loqué. C'est complètement liquide. Mais aussi à des fonds, tu vois, t'as des fonds d'investissement, alors là c'est sur des montants plus importants, mais qui te proposent de rentrer et ils te disent en revanche aventure capitaliste aussi. Alors là c'est vraiment différent. Ouais. Et là on est dans une étape beaucoup plus élevée où t'as une prise de risque qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire tu investis en equity, c'est-à-dire dans des parts d'actions dans une société. Ouais. Donc là voilà une prise de ça rejoint ça peut rejoindre le Bitcoin, même si Bitcoin t'es d'une volatilité beaucoup plus forte, c'est-à-dire que tu peux tout perdre sur ce type d'action et là t'es complètement loqué, c'est-à-dire que tu peux effectivement, tu dis cet argent je n'y touche pas et je n'y toucherai pas dans les 5, 8, 10, 15 ans à venir. Et ça c'est très juste, mais ça te permet de diversifier et de générer potentiellement, si ça se passe bien pour toi, beaucoup de performances et ça c'est hyper intéressant. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'immobilier. Je sais que tu l'as évoqué d'autres dans le épisodes, d'autres épisodes. Aujourd'hui, les gens le savent, mais c'est hyper intéressant, notamment les jeunes qui n'ont pas mis un pied dans l'immobilier. On a les prix qui sont élevés, notamment Paris, région parisienne, c'est super élevé. Néanmoins, on a des taux qui sont ultra bas. Peut-être qu'on va battre un record là dans les jours et les semaines qui viennent sur les plus bas historiques, qui datent de fin 2016. Donc c'est extrêmement bas. Donc moi, j'invite
ceux qui ne l'ont pas encore fait ou ceux qui se posent des questions à vraiment profiter de ces taux bas, de l'endettement finalement qui constitue un effet de levier pour générer du patrimoine. Voilà, il y a plein de manières de voir l'immobilier. Au début, c'est assez complexe parce qu'en fait, t'as l'immobilier de location avec, on en parle avec du rendement, notamment avec Martin Ménez sur ce podcast de Bivouac. Et donc ça, c'est quelque chose où en effet, tu peux quand même potentiellement perdre un peu ou avoir des. Mais quand c'est de toute façon ta résidence principale, a priori, tu vas louer quelque chose. Donc de toute façon, vaut mieux se le louer à soi-même avec un taux très bas parce que tu as peu de déperdition que de louer à quelqu'un d'autre. C'est un peu le principe de base. Cela dit en passant, c'est une bonne approche patrimoniale, mais il reste toujours aujourd'hui, je connais des gens, là on pourrait débattre sur un épisode entier, qui choisissent par exemple de vivre dans un appart qu'ils louent. Parce que en location, tu peux avoir un appart plus grand souvent encore à Paris que par rapport à ce que tu peux acheter, parce que acheter un appart très grand à Paris, c'est juste inaccessible. C'est ce que j'allais te dire, c'est que le bon sens, c'est si on peut le faire, c'est d'acheter sa résidence principale. C'est vraiment une des premières choses à faire en matière de développement de son patrimoine et stratégie patrimoniale. Néanmoins, il y a des cas de figure où c'est très compliqué, voire impossible. Et notamment, t'es jeune, t'es à Paris, les prix sont astronomiques. Et là, tu peux effectivement rester locataire et néanmoins ne pas oublier l'immobilier. C'est-à-dire là, on est plus dans l'investissement locatif, on est plus que ce soit en direct ou à travers des SCPI, voilà, des enveloppes spécialisées qui te permettent de pas te soucier de la gestion de ton immobilier. Mais néanmoins, pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas, justement, de peur de perdre un peu de confort de vie, acheter leur résidence principale, il faut pas qu'ils mettent de côté ça, c'est hyper intéressant. Et les taux sont ultra bas et il y a des opportunités, même si globalement l'immobilier est élevé. Et quand on est à Paris, on n'a pas forcément toujours cette notion, c'est que l'immobilier à Paris continue d'augmenter depuis des années. En 20 ans, c'est hallucinant. C'est x5. Hein. Pour donner un petit exemple, alors vous l'aviez peut-être évoqué, mais avant, dans un autre épisode, mais en 98, il y a 20 ans, à 3 000 € du mètre carré, j'achetais un appartement dans les hyper haut de gamme, dans les plus beaux quartiers de Paris. Ouais. Dans les plus beaux quartiers de Paris. Donc là, on fait x5 largement aujourd'hui, quoi. Et là, je te parle de 98, hein, c'est pas il y a 50 ans. Donc, c'est dur à Paris. Néanmoins, dans d'autres villes de province, on a un immobilier qui a augmenté en général, hein, mais moins vite, voire nettement moins vite. Et ça peut justement générer des opportunités. T'habites Paris, t'as des revenus assez confortables, tu peux avoir un loyer, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas les moyens à travers l'endettement d'investir dans l'immobilier. Sachant que c'est un des rares endroits, on va passer après aux autres options, mais c'est un des rares endroits sur lesquels tu peux t'endetter. Je veux dire, c'est compliqué d'aller voir mon banquier, de lui dire écoute Jean-Marc, je voudrais investir dans les cryptos, prête-moi 40 000 €, quoi. Je pense ça. si tu trouves un banquier oui, tu m'appelles parce que je non, c'est ça l'immobilier. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu la pierre, tu vois, et du coup, la pierre permet de s'endetter, hein, c'est sûr, et c'est pas le seul, mais c'est un des rares actifs qui peut le permettre, et c'est aujourd'hui une opportunité vu le niveau des taux, et vraiment on parle de se lancer dans la gestion de patrimoine. L'immobilier, faut pas du tout le mettre de côté, même si on peut pas acheter sa résidence principale. Ok. Donc ça c'est vraiment un sujet clé. Après... C'est bon, je peux acheter mes bitcoins maintenant ou pas? Non, toujours pas. Si, tu vas non, mais de Bitcoin, honnêtement, c'est la dernière étape, hein. Mais vraiment, je suis désolé, hein. Je sais que t'es pressé, mais c'est la dernière étape. Je suis désolé, on va avoir un peu les pieds sur terre. Je sais que c'est pas forcément le plus sexy. Non, mais diversifier, effectivement. Ouais. Tu peux rentrer, à partir du moment où tu as ton épargne de précaution, tu as ton assurance vie, tu as commencé à t'endetter pour avoir de l'immobilier, que ce soit en résidence principale ou en locatif, et ben là, t'as encore des possibilités en matière de capacité d'épargne, où t'as de l'épargne de côté constituée depuis quelques années, où tu as hérité, peu importe. Là, tu peux, si ton profil d'investisseur est le bon, et si t'es aussi une fois de plus dans une logique toujours de moyen long terme, vraiment pas de court terme, tu peux diversifier en investissement dans les actions à travers notamment le PEA, hein. Le PEA, c'est une enveloppe à pas négliger. Une fois de plus, t'as un cadre fiscal qui est avantageux. Donc avant d'investir à travers un compte titre, faut évidemment remplir son PEA. Ça, c'est un max là-dessus. Oui, 150 000 €. Mais voilà, on peut voir venir. En tout cas, pour certaines personnes, c'est vraiment intéressant. Donc le PEA avant le compte titre, c'est évident.
Ensuite, t'as d'autres classes d'actifs qui sont pour certaines moins connues mais hyper intéressantes. Aujourd'hui, nous ce qu'on voit comme tendance, c'est que de plus en plus de particuliers souhaitent donner du sens à leur placement, à leurs investissements. C'est important pour beaucoup de gens de se dire moi franchement la finance c'est une boîte noire, ça me saoule, ça m'intéresse pas trop. Mais si je pouvais investir dans des choses un peu concrètes et qui me parlent, ça me plairait, même si c'est peut-être parfois au détriment d'un peu de performance. Donc ça, nous, on le perçoit. On parle beaucoup d'ISR, d'investissement socialement responsable, etc. Oui, ce que je voulais dire, c'est tout ce qui est un peu impact investissement, oui, etc. avec les impacts sociétaux, environnementaux, etc. Donc ça parle à de plus en plus de gens. Et là, on peut, à ce niveau-là, on peut commencer à y réfléchir. Il y a des fonds notamment qui sont spécialisés là-dedans. On en avait parlé avec SoWeFund notamment, et c'est intéressant. Donc ça parle. Tu peux investir également dans des entreprises. Tu parlais de private equity, c'est-à-dire investissement dans des entreprises. Tu peux le faire en direct. Ça c'est hyper risqué. Tu peux le faire au travers de fonds également. Il y a des supports de type FFIP, FCPI qui te permettent de bénéficier d'un avantage fiscal, notamment sur ton impôt sur le revenu, et qui permettent non pas d'investir dans une boîte parce que c'est super risqué, mais à travers ces fonds d'investir dans des paniers, dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans différentes boîtes. Donc tu mutualises le risque et tu bénéficies d'un avantage fiscal. Donc ça c'est des sujets que tu peux adresser, et notamment il y a des FIP, des FCPI qui peuvent être thématiques. Donc moi j'investis sur telle catégorie d'entreprises, etc. Nous, ce qui marche très bien aussi, c'est la forêt. On propose un investissement dans la forêt. Ah, je veux faire un épisode là-dessus. Dans le groupement foncier forestier. Donc nous, ça marche très très bien parce que ça parle beaucoup aux gens. On est décorrélé des marchés financiers, c'est hyper concret. Donc tu peux investir. Et là, nous, on a un ticket d'entrée qui est à 5 000 €. Donc t'as pas besoin d'investir des sommes massives. Et c'est vrai que ça c'est en train de s'accélérer. Il y a des startups qui se lancent. Il y a Ecotree notamment qui vraiment fait des belles choses dedans. Tu peux acheter des arbres en direct. Et moi, j'ai déjà eu vraiment échangé avec des clients qui disent mais moi je le fais pas pour avoir la perf, quoi. Je fais ça parce que je trouve que ça me donne du sens à mon argent. Moi, c'est une démarche éco-responsable. Tout le monde n'est pas aussi radical dans sa façon de voir les choses, mais en tout cas, ça parle à de plus en plus de gens. Et là, on est totalement dans une logique de diversification. Donc, je te dirais pas d'investir dans la forêt pour générer de la perf, parce que tu t'auras pas, faut pas s'attendre à avoir moi, je suis ravi de faire de l'éco-responsable. Mais en revanche, voilà, tu diversifies, tu t'éloignes énormément des marchés financiers, et la diversification, c'est ce que tu disais en préambule, c'est la clé. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vraiment la clé. Et derrière, tu peux avoir également des avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu, en matière de succession, t'en es un peu loin. D'accord. Mais voilà, il faut le savoir que l'investissement dans la forêt, ça donne du sens, et ça, c'est aussi incité par le gouvernement à travers des avantages fiscaux. Ok. Très bien. Et tu as le crowdfunding aussi pour investir dans des boîtes qui tournent bien, et là ça répond vraiment à la question de donner du sens à ces placements. En effet, on a parlé, j'ai vu des Frédéric Zablocki sur Entrepreneur Venture ou après tout ce qui se fait sur, je sais pas si tu connais des boîtes comme October oui, bien sûr. où on en parlait, oui, tout à fait, Olivier Goua, où tu peux prêter de l'argent à des entreprises. Oui, là, dans le crowdlending. Etc., c'est assez intéressant. Là, on peut arriver, quand on est là, qu'on a placé un peu tout ça, à essayer de faire des choses comme ça. Et c'est maintenant on peut commencer à parler de Bitcoin. Ah, c'est une fois que t'as fait. Non mais sincèrement, tu dis voilà, là, t'as les différentes strates, quoi. Et tu mets les Bitcoins au même niveau, par exemple, que les marchés boursiers? Ah non. Non. Mais non. C'est avant, ça c'est dans tes fonds, oui, t'as raison. Tu m'en parlais dans le PEA et au niveau 4, ce que j'ai noté. Si tu veux, on parle de risque et de volatilité. Si tu investis dans des fonds, c'est mutualisé, donc c'est investi dans différentes structures, différentes classes d'actifs, etc. Donc c'est mutualisé. Tu peux investir dans une société, que ça soit start-up ou une société moins innovante, mais là t'as un niveau de risque qui est supérieur. Mais le Bitcoin, là t'es dans l'ultime là en termes de risque et de volatilité. Si par exemple je me dis, tu vois, le monde il change et je vois, on est au printemps 2019 pour ceux qui écoutent ça plus tard, mais ça sera valable sur d'autres actions, je pense. Il y a Uber qui vient de rentrer en bourse, qui s'est un peu déchiré sur les premiers jours quand même. J'ai pas suivi là, mais voilà.
Moi, je me dis souvent, il y a un peu un mouvement de repli, pas toujours. De temps en temps, ça monte. Oui, c'est vrai. Et puis ça remonte un peu après. Ouais. Et moi, je me dis, tiens, le marché va se stabiliser un peu à la baisse. Et puis, je me mettrais bien un petit peu de risque sur Uber en me disant, tiens, alors je crois qu'il va y avoir Airbnb, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est que. Mais fais-le. Mais fais-le une fois de plus, toujours dans une logique de long terme. Ouais. Là, oui, je suis d'accord. Toujours dans une logique de long terme. Je suis complètement d'accord parce que tu l'aurais fait sur Amazon, sur Google, et moi, je te déconseille d'envisager de faire un coup. C'est-à-dire, tu te dis, ok, je vais essayer dans les 6 mois de me faire un aller-retour, ou même dans les 2-3 mois de me faire un aller-retour. Si t'es dans cette logique-là, bah, tu risques d'être hyper déçu. Tu risques de tu peux te prendre un carton aussi, et ça va pas. Voilà, c'est pas la meilleure des choses. C'est plutôt bon, je prends un ticket, c'est de la diversification, c'est de l'argent dont j'aurai pas besoin dans les mois et les années à venir. Et si tout se passe bien, ça va plutôt générer des bons rendements et de la plus-value. Donc, mais vraiment, ça s'inscrit dans une logique de diversification et de long terme, c'est important. Donc il y a là-dessus un peu ce que t'as de côté et ce que t'as au total. J'allais te dire, tu vois, par exemple, si j'ai 100 000 euros, que j'ai à peu près réparti les choses, j'ai mon assurance vie, j'ai un peu d'IMO, j'ai mon PEA, j'ai tout ça, etc. Je me dis, je veux me balancer 15 000 euros sur Uber, c'est complètement con ou vaut mieux se dire. Non, c'est pas con si t'en as pas besoin. Ouais. Si t'en as pas besoin. Mais en revanche, après, ce qui est important dans ce beaucoup, mais il faut pas que t'en aies besoin, c'est ça le truc. La clé, elle est là, quoi. Et parce qu'a priori, je peux pas tout perdre tout de suite parce qu'il y a pas de raison qu'elle non, mais tu peux te prendre 50% rapidement, quoi. Ouais. Et en revanche, comme tu le dis, peut-être sur Uber, mais en général, ce qui est important aussi, c'est d'avoir cette stratégie. Et c'est vraiment une des dernières choses sur laquelle je voudrais parler avec toi, mais de mensuel ou de voilà, à chaque revenu, je me dis en fait, je prends un tiers de mes revenus ou un quart en fonction de mes revenus. Si je suis au ric-rac et puis voilà, c'est 0 ou c'est 10%. Mais si je réussis à mettre un tiers de tout ce qui rentre tous les mois sur des placements, il y en a une partie qui part sur des fonds, d'autres qui partent sur voilà. C'est vraiment la bonne dynamique qu'il faut avoir. C'est ce que je fais aujourd'hui, pas du tout. Et c'est une bonne conclusion. Non, c'est la meilleure des conclusions. Mais la question que j'ai là-dessus, c'est que tout ça, en fait, alors c'est là où ça valorise ton métier, celui de conseiller en gestion de patrimoine et toutes les personnes qui tournent de ce podcast, et c'est intéressant quand même, c'est que ça prend un temps. Mais je veux dire, si tous les mois, alors je peux peut-être mettre un virement automatique sur un certain nombre de choses, mais je peux pas mettre un virement automatique sur de l'achat d'actions Uber, tu vois. Donc c'est là où tu as besoin de gens qui te conseillent, ou sinon tu y passes du temps. Et tu toi-même. Alors il y a quelques réponses à ça. Hein. Justement, je te parlais tout à l'heure de gestion sous mandat ou de gestion pilotée. Donc tu dis, avec des versements programmés, notamment sur des poches de type assurance vie, tu dis, moi, au moment où tu souscris, par exemple, tu dis, je veux mettre 100, 200, 500, 1000 euros par mois sur une gestion sous mandat équilibrée, dynamique, etc., ou thématique que t'auras sélectionné. Et dans ce cas-là, tu t'en soucies pas du tout. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, tu as une allocation qui est diversifiée, avec des montants définis à l'avance, sur lesquels tu pourras jouer le moment venu. Si tu as un coup dur ou si tu as une augmentation de revenus, tu te dis, tu peux les faire évoluer. Mais surtout, ça ne te prend pas du temps et ça ne te prend pas la tête tous les mois, sinon tu vas pas t'en sortir, quoi. Sauf si t'es passionné par le sujet. Mais c'est ça, parce qu'en effet, tu vois, je veux dire, être passionné par l'assurance vie ou les unités de compte en risqué, je veux dire, c'est compliqué, tu vois. Même le PEA, alors si ça dépend de ce que tu mets comme action de temps. Après, si t'investis sur des titres vifs, donc de type Uber ou d'autres, là, effectivement, soit t'es averti ou tu suis l'actualité, ou simplement t'as envie de jouer, t'as envie de t'amuser et tu le fais tout seul. Mais là, faut que tu te prennes au jeu. Il faut que tu considères que c'est un jeu et tu te prends au jeu. Soit t'as la chance d'être accompagné par un expert du sujet, mais ça signifie que voilà, t'auras des frais associés liés à cet accompagnement. Mais les deux sont possibles. Mais néanmoins, celui qui a pas beaucoup d'argent et qui a pas de moyens et qui veut pas le faire tout seul, il y arrivera sur des titres vifs. Hein, il pourra pas y arriver là. Non, mais c'est d'où vient cette question aussi des bitcoins et potentiellement des autres cryptos, hein, mais qui revient, c'est que finalement c'est là où tu t'amuses. Enfin, en l'occurrence, tu peux t'amuser sur des marchés aussi du Nasdaq ou du CAC. Mais ce que je veux dire, c'est que le reste est relativement relou. Donc non, mais t'as raison.
En fait, tu t'attaques, on l'a fait par strat, hein. Tu t'attaques le truc le plus relou, l'épargne de précaution, et c'est finalement de moins en moins relou. Mais quand tu auras attaqué et géré toutes tes strats relous dont tu te soucieras plus, là tu vas commencer à t'amuser. Mais tu ne t'amuses pas avant, et je suis désolé, hein, avant d'avoir passé les étapes reloues. Tu vois ce que je veux dire ? C'était Maxime Camus qui nous a annoncé une mauvaise nouvelle, qui m'a annoncé cette mauvaise nouvelle que j'allais pas m'éclater avant bien longtemps. Non, il faut que je rentre. Bien, c'est pour ton avenir. T'as raison. C'était très intéressant, Maxime. Écoute, voilà, à toutes les personnes, je vous recommande quand même de jeter bien un coup d'œil à grisbee.fr. C'est donc GRISBEE.fr, qui permet notamment de faire en amont un état des lieux de pas mal de choses et de ton patrimoine, quoi. Tu suis ton patrimoine, tu le pilotes, t'as un diagnostic, des recommandations. Ok. Je te remercie pour tous ces conseils, Maxime. Merci, Mathieu. Et puis, je te dis à bientôt sur la Martingale. Ça marche. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Martingale. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 2 minutes, merci également de lui donner 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur un environnement Apple. C'est important pour faire émerger ce podcast dans les classements. Nous revenons dans 15 jours avec un nouvel épisode. Je tiens à remercier particulièrement OTA Capital, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. N'hésitez pas à faire un premier rendez-vous avec OTA Capital et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pourrez les contacter directement sur leur site internet ou sur le mail lamartingale@ota-capital.com. Ce podcast est produit par Cosa Vostra. Je remercie toutes les équipes de production, en particulier Camille, Fatma et Dalanda.